Au cœur du parc national du Mercantour, un garde forestier chevronné se retrouve piégé avec son groupe de touristes par un incendie dévorant tout sur son passage. Leur seul espoir de survie réside dans une grotte de gypse secrète, une poche de roche humide et résistante au feu. En s'enfonçant dans les entrailles de la terre pour échapper à l'enfer extérieur, ils découvrent que la grotte a déjà un habitant, un homme sauvage, presque inhumain. Ils réaliseront bientôt qu'il s'agit d'un randonneur disparu dans cette même forêt, sans laisser de traces, une décennie plus tôt. Si cette histoire de survie et ce mystère vous captivent, n'oubliez pas de donner un like et de vous abonner pour plus de récits intenses. La journée avait commencé par une promesse de perfection alpine. Le soleil de fin d'août caressait les sommets du Mercantour, jetant une lumière dorée sur les prairies verdoyantes et les affleurements de roches grises. Luc Masson, garde forestier depuis plus de 20 ans, menait son petit groupe sur le sentier menant à la vallée des merveilles avec la démarche assurée de celui qui connaît chaque pierre, chaque arbre de son territoire. À 48 ans, son visage était une carte de géographie de la région, burinée par le vent, le soleil et les hivers rigoureux. Il aimait ces journées, ces moments où il pouvait partager la majesté brute de son domaine avec des gens de la ville, leur montrant un monde qui existait bien au-delà de leurs écrans et de leur béton. Son groupe du jour était un assortiment typique. Il y avait David et Sophie, un jeune couple de lions en lune de miel, qui alternaient entre des baisers passionnés et des selfies avec les sommets en arrière-plan. Il y avait Monsieur Bernard, un botaniste amateur septuagénaire dont l'enthousiasme pour chaque fleur rare le faisait constamment s'arrêter, aux grandes dames de David. Et enfin, il y avait Éléonore, une jeune médecin parisienne au regard vif et pragmatique, qui semblait plus intéressée par les protocoles de sécurité du parc que par le panorama, posant à Luc des questions précises sur les communications d'urgence et les plans d'évacuation. La fleur que vous voyez là, jeune homme, expliqua Monsieur Bernard en pointant sa canne vers une petite touffe de fleurs violettes, est une Saxifraga florulenta. Elle ne fleurit qu'une seule fois dans sa vie, après plusieurs décennies, puis elle meurt. Un spectacle rare. David leva les yeux de son téléphone, feignant un intérêt poli. Pas fascinant. Luc sourit. Il aimait la passion du vieil homme. C'était ce genre de respect pour le détail qui manquait à tant de visiteurs. Alors qu'il faisait une pause près d'un torrent d'eau glacée, Éléonore s'approcha de lui. Garde Masson, quel est le niveau de risque d'incendie aujourd'hui? J'ai lu que la région était en alerte sécheresse. Luc leva les yeux vers le ciel, d'un bleu immaculé. Le risque est sévère, comme toujours à cette période, docteur. Mais le vent est faible et vient du nord, de l'Italie. Il nous apporte de l'air frais. Pas d'inquiétude à avoir, nous sommes sur le versant le plus humide de la vallée. Pourtant, en prononçant ces mots, il sentit une infime pointe d'incertitude. Il y avait quelque chose d'étrange dans l'air. Une sécheresse presque imperceptible dans sa gorge, une chaleur qui ne venait pas seulement du soleil. Il balaya l'horizon du regard. Au loin, très loin vers le sud-ouest, au-delà des crêtes, le bleu du ciel semblait teinté d'une couleur anormale, une nuance de bronze, comme un voile de poussière en suspension. Il plissa les yeux. Probablement un départ de feu lointain, dans la vallée de la Tinée, ou peut-être un écobuage contrôlé mal signalé. Rien d'alarmant. Il avait vu cela des dizaines de fois. La montagne avait ses propres humeurs, ses propres couleurs. Il remit son sac à dos, ignorant la petite alarme qui venait de sonner dans un coin de son esprit. « Allez, en route, dit-il au groupe. Les plus belles gravures ne sont plus très loin. » Ils reprirent leur marche, le bruit de leurs pas et les exclamations de Monsieur Bernard couvrant le silence grandissant de la forêt. Luc remarqua que les oiseaux s'étaient tus. Les marmottes, habituellement si promptes à siffler leur présence, restaient invisibles. Un malaise subtil s'installait, le sentiment que la montagne retenait son souffle. L'odeur changea aussi. Ce n'était plus seulement le parfum frais des pins et de la terre humide. Une nouvelle fragrance, âcre et lointaine, se mêlait à l'air. Une odeur de bois brûlé. David la remarqua aussi. On dirait que quelqu'un fait un barbecue géant. Luc força un sourire. Ou un berger qui brûle de vieilles branches. C'est fréquent. Mais il n'y croyait pas. Le voile de bronze à l'horizon s'était épaissi, s'étalant comme une tache d'huile sur le bleu du ciel. Le soleil, en passant à travers ce filtre, projetait une lumière étrange, presque irréelle, sur le paysage. La perfection de la matinée était en train de se fissurer, révélant quelque chose de bien plus ancien et de bien plus menaçant. L'illusion de sécurité se brisa avec la soudaineté et la violence d'un coup de tonnerre dans un ciel serein. Le vent, qui avait été une brise fraîche et amicale venant du nord, s'arrêta brusquement.
Pendant un long moment, l'air devint parfaitement immobile, lourd et stagnant, comme si la montagne entière était sous une cloche de verre. Puis, tout aussi soudainement, le vent reprit, mais il avait changé de direction et de nature. C'était maintenant une rafale chaude et sèche venant du sud-ouest, un souffle de fournaise qui charriait avec lui une pluie fine de cendres grises et l'odeur indubitable de la forêt en train de brûler. En quelques minutes, le ciel de bronze devint orange, puis d'un rouge apocalyptique. Un grondement sourd, qui n'était pas celui de l'orage, commença à s'élever, gagnant en intensité à chaque seconde. C'était le rugissement du feu, un monstre dévorant des hectares de forêt à une vitesse inimaginable. Luc sentit une boule de glace se former dans son estomac. Il avait sous-estimé la menace. Le feu n'était pas lointain. Il était là, juste de l'autre côté de la crête, et il venait vers eux. Demi-tour. Maintenant, hurla-t-il, sa voix couvrant le grondement grandissant. La panique s'empara du groupe. Sophie poussa un cri étranglé, s'agrippant au bras de son mari. Monsieur Bernard, le visage blême, laissa tomber sa loupe de botaniste. Éléonore, malgré la peur visible dans ses yeux, gardait son sang-froid, son regard fixé sur Luc, attendant les instructions. Restez groupés. Suivez-moi. Ne courez pas, marchez vite, ordonna Luc, essayant de projeter un calme qu'il ne ressentait pas. Il tenta de contacter le poste de garde avec sa radio, mais n'obtint qu'un grésillement assourdissant. L'ionisation de l'air due à la chaleur intense brouillait toutes les communications. Ils étaient seuls. Ils coururent sur le sentier du retour, mais après seulement quelques centaines de mètres, ils s'arrêtèrent, horrifiés. Le feu avait été plus rapide qu'eux. Des langues de flammes, hautes de 20 mètres, léchaient déjà le sommet de la crête qu'ils venaient de franchir, coupant leur seule voie de retraite. Une pluie d'escarbilles incandescentes commença à tomber autour d'eux, allumant de petits feux dans l'herbe sèche. L'air devint irrespirable, chargé de fumée. Luc sentit la terreur pure menacer de le paralyser. Il était responsable de ses 4 vies. Son esprit tourna à plein régime, évaluant les options avec la rapidité d'un ordinateur. Descendre dans la vallée? Impossible, ce serait un piège, un couloir que le feu descendrait en quelques minutes. Grimper plus haut? Une folie, il serait exposé et finirait acculé sur un sommet rocheux. C'est alors qu'une image, un souvenir vieux de plusieurs années, lui revint en mémoire. Une expédition de cartographie géologique qu'il avait faite avec un ami, loin des sentiers battus. Ils avaient découvert une curiosité locale, une entrée de grotte cachée derrière une cascade de mousse, une cavité creusée dans une veine de gypse massif. Son ami géologue lui avait expliqué la particularité du gypse, un sulfate de calcium hydraté. Une roche qui pleure, comme il l'appelait, car elle contient des molécules d'eau dans sa structure cristalline. En cas de chaleur intense, cette eau est libérée sous forme de vapeur, créant une barrière naturelle contre le feu. La grotte n'était sur aucune carte touristique. C'était leur seule chance. Par ici, cria-t-il, les entraînant hors du sentier, sur une pente abrupte couverte d'éboulis. Il y a un abri. Faites-moi confiance. La course pour la survie devint un cauchemar. Ils glissaient sur les pierres, s'écorchant les mains et les genoux. La chaleur dans leur dos était devenue intolérable, un mur de feu qui semblait vouloir les avaler. Le bruit était assourdissant, un mélange du rugissement des flammes et du craquement sinistre des arbres qui explosaient sous l'effet de la chaleur. Des animaux affolés, un renard, une famille de sangliers dévalaient la pente à leur côté, ignorant complètement la présence humaine dans leur fuite désespérée. Sophie tomba, se tordant la cheville. David et Luc la relevèrent, la soutenant pour qu'elle continue d'avancer. Monsieur Bernard, malgré son âge, faisait preuve d'une endurance surprenante, son visage déterminé et couvert de suie. Éléonore aidait comme elle pouvait, encourageant les autres, son pragmatisme transformé en une force tranquille. Luc priait pour que sa mémoire ne lui fasse pas défaut, cherchant des yeux un repère, un rocher à la forme particulière qu'il avait noté des années auparavant. Enfin, il le vit. Et juste en dessous, dissimulée dans un renfoncement, une paroi rocheuse d'une blancheur anormale, striée de vert par l'humidité. La grotte des larmes. Ils atteignirent l'entrée de la grotte au moment où le front de flamme arrivait à la lisière de la clairière au-dessus d'eux. Le monde extérieur était devenu un enfer de bruit, de chaleur et de lumière orangée. L'air était si chaud qu'il brûlait les poumons à chaque inspiration. L'instinct de survie hurlait de continuer à fuir, mais Luc s'arrêta devant la paroi rocheuse blanche. « C'est ici. » Derrière le rideau de mousse, cria-t-il pour se faire entendre par-dessus le vacarme.
L'entrée était à peine visible, une fissure verticale sombre cachée derrière une cascade de lichen et de mousse détrempée qui pendait comme un rideau. L'eau suintait de la roche tout autour, créant une petite oasis d'humidité au milieu de la forêt desséchée. C'était cette eau, contenue dans la roche même, qui allait les sauver. Luc écarta le rideau végétal et se glissa dans l'ouverture, exhortant les autres à le suivre. L'un après l'autre, ils s'engouffrèrent dans la fissure, passant de la fournaise à une fraîcheur soudaine et bienvenue. David fit entrer Sophie, presque évanouie de douleur et de peur, puis M. Bernard et Éléonore le suivirent. Luc entra le dernier, juste au moment où un pain en flammes s'abattait avec un fracas assourdissant à quelques mètres de l'entrée, envoyant une gerbe d'étincelles qui s'éteignirent en sifflant sur la roche humide. L'intérieur de la grotte était un autre monde. Le passage initial était étroit, les forçant à avancer en file indienne. La température chuta de manière spectaculaire. L'air était frais, saturé d'humidité et d'une odeur de terre et de pierre mouillée. Le rugissement du feu, si assourdissant à l'extérieur, fut instantanément étouffé, transformé en un grondement sourd et lointain, comme le bruit d'une mer en colère entendu depuis les profondeurs. Après quelques mètres, le passage s'élargit pour déboucher dans une salle plus vaste. Luc alluma sa puissante lampe frontale, imitée par Éléonore et David. Les faisceaux de lumière balayèrent la chambre, révélant un spectacle d'une beauté étrange et minérale. Les parois n'étaient pas de granit gris, mais d'un blanc laiteux, presque translucide. C'était le gypse. Des cristaux de sélénite, une variété de gypse, scintillaient comme des milliers de diamants incrustés dans la roche. De fines stalactites se formaient au plafond, non pas par un lent processus de calcification, mais par la condensation de l'eau omniprésente, et de grosses gouttes froides tombaient à un rythme régulier sur le sol, créant de petites flaques. C'était de là que venait le nom que Luc lui avait donné, la grotte des larmes. La roche pleurait, et ses larmes les protégeaient. Le soulagement fut si intense qu'il en fut presque douloureux. Sophie s'effondra sur le sol, sanglotant de manière incontrôlable. David la serra dans ses bras, lui-même tremblant de tous ses membres. Monsieur Bernard, le souffle court, s'assit sur un rocher, regardant les cristaux avec un émerveillement qui surpassait sa peur. Éléonore, fidèle à son professionnalisme, ouvrit immédiatement sa trousse de premiers secours et commença à examiner la cheville de Sophie. Luc, lui, resta près de l'entrée, observant le monde extérieur à travers la fissure. Il pouvait voir le feu, un mur de flammes d'encens qui léchait la paroi rocheuse sans pouvoir y prendre. La théorie de son ami géologue était correcte. La chaleur intense faisait transpirer la roche, libérant de la vapeur d'eau qui créait une barrière protectrice. Ils étaient en sécurité. Pour l'instant. Une fois le choc initial passé et la cheville de Sophie bandée, Luc les rassembla au centre de la salle. « Nous allons devoir rester ici un moment, dit-il, sa voix résonnant étrangement dans l'acoustique de la caverne. Le feu doit passer, puis il faudra attendre que le sol refroidisse. Ça peut prendre un jour, peut-être deux. Nous avons un peu d'eau et quelques barres de céréales. Il faut rationner. » La réalité de leur situation commença à s'imposer. Ils avaient échappé à la mort par le feu, mais ils étaient maintenant prisonniers de la terre. La claustrophobie, la peur du noir et de l'inconnu remplacèrent la peur des flammes. Ils installèrent un petit campement, regroupant leurs sacs. La seule lumière provenait de leurs 3 lampes frontales. Luc leur conseilla d'en utiliser une seule à la fois pour économiser les piles. Dans la pénombre, les ombres dansaient, transformant les formations rocheuses en créatures fantastiques. Le silence n'était rompu que par le bruit des gouttes d'eau et le grondement lointain de l'incendie. Alors qu'ils commençaient à s'installer pour une longue attente, un bruit leur glaça le sang. Ce n'était pas le bruit de l'eau, ni celui du feu. C'était un bruit qui venait des profondeurs de la grotte. Un grattement. Le son d'une pierre déplacée, suivi d'une sorte de tourroquet guttural. Ils n'étaient pas seuls. Le son, ténu mais indubitable, figea le groupe sur place. Chaque muscle se tendit, chaque souffle fut retenu. Le grondement du feu à l'extérieur, qui avait été leur principale source de terreur, parut soudain distant et presque rassurant comparé à cette nouvelle menace, intime et invisible, venue des entrailles de la terre. David se leva brusquement, plaçant Sophie, qui avait étouffé un cri, derrière lui. Monsieur Bernard agrippa sa canne comme une arme dérisoire. Seuls Luc et Éléonore restèrent immobiles, leurs visages tendus vers l'obscurité d'où le bruit était venu à un passage plus étroit au fond de la salle principale. Le grattement reprit, plus proche cette fois. C'était le bruit d'une chose ou de quelqu'un qui rampait sur le sol rocheux. Puis le silence revint,
Un silence encore plus lourd et plus menaçant qu'auparavant. « C'est quoi » chuchota David, sa voix tremblante. « Un animal ? Un ours ?» Luc secoua la tête, son esprit de garde forestier analysant les possibilités. Peu probable. Un ours ne s'aventurerait pas si profondément. Et le son, ce n'était pas un son animal. Pas exactement. Il sentait les regards des 4 touristes fixés sur lui, attendant une réponse, une assurance qu'il ne pouvait pas leur donner. Il était leur guide, leur sauveur, mais cette grotte qu'il avait cru connaître venait de révéler un secret qu'il n'avait pas anticipé. Restez ici. Ne faites pas de bruit. Gardez la lampe braquée sur le passage, ordonna-t-il à voix basse. Il détacha la petite hachette de son sac à dos, son seul outil pouvant servir d'arme. Le métal froid dans sa main était un maigre réconfort. Il commença à avancer lentement, pas à pas, vers le passage obscur. Chaque goutte d'eau tombant du plafond semblait résonner comme un coup de feu. Il sentait les poils de sa nuque se hérisser. 20 ans passés dans la nature lui avaient appris à reconnaître les signes d'une présence, et il sentait distinctement qu'ils étaient observés. Il atteignit l'entrée du passage et y projeta le faisceau de sa propre lampe. Le couloir était étroit et sinueux. Il fit quelques pas à l'intérieur, le bruit de ses bottes sur le sol humide résonnant étrangement. Le silence. Puis, il le vit. Ou plutôt, il vit ses yeux. 2 points brillants, réfléchissant la lumière de sa lampe depuis le fond du couloir, à une vingtaine de mètres de là. Ils n'étaient pas à la hauteur d'un animal quadrupède. Ils étaient à hauteur d'homme. « Il y a quelqu'un » cria-t-il, plus par surprise que par intention. « Montrez-vous. Nous ne vous voulons aucun mal. » En guise de réponse, les yeux disparurent. Un bruit de reptation rapide se fit entendre, s'éloignant dans les profondeurs. Luc hésita. Le poursuivre était une folie. Il ne connaissait pas les ramifications de la grotte au-delà de cette salle. Mais laisser une présence inconnue rôder dans l'obscurité n'était pas non plus une option. Il retourna auprès du groupe. « C'est un homme, dit-il, sa voix grave. Ou du moins, ça y ressemble. Il s'est enfui. » La nouvelle ne rassura personne. Un homme, vivant ici, dans le noir total ? Quel genre d'homme ? Les spéculations les plus folles traversèrent leurs esprits. Un fugitif ? Un fou ? L'atmosphère dans la caverne passa de la peur claustrophobe à une paranoïa aiguë. Chaque ombre semblait cacher une menace. Chaque son était scruté, analysé. Ils se regroupèrent, formant un cercle défensif, leurs lampes balayant nerveusement les parois de la salle. Éléonore, la médecin, fut la première à retrouver une pensée rationnelle. S'il vit ici, il a peur de nous. Notre lumière, nos voix, nous sommes les envahisseurs de son territoire. Il est probablement plus effrayé que nous ne le sommes. Luc acquiesça, reconnaissant la logique de ses propos. Vous avez raison. La confrontation n'est pas la bonne approche. Ils décidèrent d'une stratégie d'attente. Ils éteignirent leurs lampes, ne gardant qu'une seule allumée, posée au sol et dirigée vers le plafond pour créer une lumière d'ambiance diffuse. Ils parlèrent à voix basse, tentant de créer une atmosphère aussi peu menaçante que possible. Les heures passèrent, longues et tendues. Le grondement du feu à l'extérieur s'était calmé, remplacé par un silence presque total. Ils somnolaient à tour de rôle, mais personne ne dormit vraiment. Puis, le mouvement revint. Cette fois, ce fut un son différent. Moins un grattement qu'un lent déplacement. Une ombre se détacha de l'entrée du passage obscur, se mouvant avec une fluidité déconcertante, presque animale. Elle resta juste à la lisière de la lumière, une silhouette humaine, mais déformée, voûtée. La créature semblait humer l'air, curieuse. Lentement, très lentement, Luc prit une barre de céréales de son sac, la déballa et la posa sur le sol, à mi-chemin entre eux et l'ombre. Puis, il recula. La silhouette resta immobile pendant un long moment. Puis, avec une rapidité foudroyante, elle s'élança, attrapa la barre et se replia dans l'obscurité. Le contact, aussi bref soit-il, avait été établi. Le geste de l'offrande de nourriture sembla avoir brisé une barrière invisible. Au cours des heures qui suivirent, l'entité mystérieuse devint légèrement plus audacieuse. Elle ne se montrait jamais en pleine lumière, préférant rester dans la pénombre, à la lisière du faisceau de leur unique lampe. Ils pouvaient maintenant distinguer sa silhouette plus clairement. C'était sans aucun doute un homme, mais un homme transformé par son environnement. Il était d'une maigreur extrême,
ses membres longs et fins. Une barbe et des cheveux emmêlés et incroyablement longs lui tombaient sur le torse et dans le dos, formant une sorte de manteau naturel. Il était vêtu de haillons qui semblaient être un mélange de tissus décomposés et de peaux d'animaux sommairement cousus. Il se déplaçait de manière quadrupède, ou du moins très courbée, avec une agilité et un silence qui n'avaient rien d'humain. Il était devenu une créature de la grotte. Le groupe l'observait en silence, un mélange de pitié, de dégoût et de fascination morbide. Qui était-il? Comment était-il arrivé là? Éléonore, s'appuyant sur son expérience médicale avec des patients traumatisés, insista sur une approche passive. Ne le fixez pas dans les yeux. Ne faites pas de mouvements brusques. Parlez d'une voix calme et monotone. Montrons-lui que nous ne sommes pas une menace. Ils suivirent ses conseils. Ils parlèrent entre eux, racontant leur vie, leur famille, des histoires banales du monde de la surface, créant une bulle de normalité sonore dans l'étrangeté de la situation. L'homme des cavernes semblait écouter, sa tête penchée, comme s'il essayait de se souvenir de la signification de ces sons. Lentement, il s'approcha de nouveau, attiré non pas par la nourriture cette fois, mais par la lumière. Il tendit une main incroyablement sale vers le faisceau de la lampe, la retirant vivement comme s'il s'était brûlé. Il n'avait manifestement pas vu de lumière aussi vive depuis très, très longtemps. C'est Luc qui ressentait le plus grand trouble. Au-delà de la situation de survie, quelque chose chez cet homme le dérangeait profondément. Une familiarité dans sa stature, malgré sa maigreur. Un fantôme du passé, une vieille affaire non classée qui le hantait depuis des années. Il y a 10 ans, un jeune étudiant en géologie de Nice, Julien Martel, avait disparu lors d'une randonnée en solitaire dans ce même secteur. Luc avait participé aux recherches. Pendant 2 semaines, des centaines de secouristes, de gendarmes et de volontaires avaient ratissé la montagne. Ils n'avaient jamais rien trouvé. Pas un sac, pas une trace. Le garçon s'était volatilisé. L'affaire avait été classée comme une chute mortelle dans une crevasse inaccessible. Mais pour Luc, cela avait toujours été un échec personnel. Il observa l'homme des cavernes avec une intensité renouvelée. Il devait en avoir le cœur net. « Il faut qu'on le voie mieux », dit-il au groupe. « Éléonore, vous avez raison sur l'approche douce, mais j'ai besoin de voir son visage, ses bras. » Ils mirent au point un plan simple. Éléonore allait lui parler doucement tout en s'approchant très lentement avec une seconde lampe, dont elle augmenterait l'intensité très progressivement. Pendant ce temps, Luc essaierait de le contourner pour l'observer sous un autre angle. L'opération commença. Éléonore se leva, parlant d'une voix apaisante, expliquant ses gestes. L'homme se recroquevilla, méfiant, mais ne s'enfuit pas. Alors que la lumière devenait plus vive, des détails apparurent. Des cicatrices sur sa peau, une pâleur de mort. Et sur son avant-bras droit, à travers la crasse, une tache de couleur sombre. Une forme. Luc retint son souffle. Il contourna la scène, le cœur battant à tout rompre. Le faisceau de sa propre lampe vint éclairer le bras de l'homme. La tache de couleur était un tatouage, délavé par le temps mais encore lisible. Un cercle de montagne stylisé avec un piolet et une corde. Le logo du club alpin de l'université de Nice. Le même tatouage que Julien Martel avait, décrit sur l'avis de recherche. Un frisson glacial parcourut l'échine de Luc. C'était impossible. C'était un fantasme né du stress et du manque de sommeil. Il devait être sûr. Il s'avança, ignorant les grognements de l'homme. Il se posta devant lui, le força à lever les yeux. Le visage sous la crasse et la barbe étaient émaciés, animal, mais les yeux bleus étaient les mêmes que sur la photo de l'avis de recherche. Luc sentit sa propre voix trembler en posant la question qui brûlait sur ses lèvres, un nom qu'il n'avait prononcé que dans ses cauchemars. Julien? Julien Martel? L'homme sauvage sursauta violemment au son de ce nom, comme s'il avait reçu un choc électrique. Il poussa un cri rauque, un son à mi-chemin entre la surprise et la douleur. Et dans ses yeux, pour la première fois, une lueur de conscience, de reconnaissance, de terreur absolue. Le fantôme du Mercantour venait de retrouver un nom. La prononciation du nom Julien Martel fut comme une clé tournant dans une serrure rouillée depuis une décennie. L'homme sauvage, Julien, réagit avec une violence inouïe. Il se jeta en arrière, rampant à reculons jusqu'à se heurter à la paroi de la grotte, le visage tordu par une terreur panique. Il se mit à babiller, des sons gutturaux, des syllabes sans signification, tout en se tenant la tête, comme si le simple fait d'entendre son propre nom était une agression insupportable.
Le groupe resta figé, comprenant l'énormité de ce qui venait de se passer. L'homme qu'ils avaient pris pour une bête sauvage était le protagoniste d'une des plus grandes tragédies de la région. Éléonore s'avança doucement, les mains ouvertes. « C'est bon, Julien. Calmez-vous. Nous sommes là pour vous aider. » Mais les mots semblaient n'avoir aucun effet. Il était enfermé dans un monde de peur pure. Luc, quant à lui, était submergé par une vague de culpabilité si puissante qu'elle lui coupa le souffle. 10 ans. Cet homme avait survécu 10 ans dans cette obscurité, à quelques kilomètres seulement des sentiers qu'il parcourait chaque jour. Les recherches, ils avaient cherché partout, mais ils n'avaient jamais pensé à cette simple grotte, cette anomalie géologique. Ils étaient passés si près. Il aurait pu être sauvé une décennie plus tôt. Cette pensée était une torture. L'incendie qui faisait rage à l'extérieur leur imposa une cohabitation forcée. Pendant ce qui sembla être une éternité ou peut-être 2 ou 3 jours, ils perdaient la notion du temps et ils partagèrent cet espace confiné. Cette promiscuité devint la clé d'une communication lente et douloureuse. Julien finit par se calmer, mais restait méfiant, les observant depuis son coin d'ombre. Ils comprirent qu'il avait perdu l'usage de la parole. 10 ans de solitude et de silence avaient atrophié les parties de son cerveau responsables du langage. La communication devait passer par d'autres canaux. Ce fut un effort collectif. Monsieur Bernard, avec sa patience infinie, lui montrait des images de fleurs et d'arbres dans un petit guide de botanique, nommant chaque plante. Parfois, une lueur passait dans les yeux de Julien, un souvenir fugace. David et Sophie, ayant surmonté leur peur initiale, lui laissaient de la nourriture et de l'eau sans rien demander en retour, des gestes de pure bienveillance. Mais ce furent Éléonore et Luc qui firent les plus grandes avancées. Éléonore, avec sa rigueur médicale, tenait une sorte de journal, notant ses réactions, ses habitudes. Elle comprit qu'il avait un rythme de jour et de nuit bien établi, même dans le noir absolu. Elle remarqua qu'il mangeait de petits champignons bioluminescents qui poussaient sur les parois et de petits crustacés qu'il attrapait dans les flaques d'eau. Il avait recréé un écosystème de survie. Luc, poussé par son besoin de rédemption, passa des heures à simplement s'asseoir près de lui, sans parler, partageant le silence. Un jour, il prit un morceau de charbon de bois, provenant d'une torche improvisée qu'ils avaient fabriquée, et commença à dessiner sur une paroi lisse de la grotte. Il dessina le soleil, les arbres, les montagnes. Julien observa, fasciné. Puis, d'une main tremblante, il prit un autre morceau de charbon et commença à dessiner à son tour. Ses dessins étaient d'abord chaotiques, mais peu à peu, une histoire commença à émerger. Des images fragmentées, le puzzle de sa décennie perdue. Il dessina un homme, lui-même, marchant, puis tombant dans une fissure noire. Il dessina une jambe, tordue à un angle anormal. La douleur. Il se dessina rampant, entrant dans la bouche de la grotte. Puis il dessina le soleil à l'entrée, mais avec une croix dessus. La sortie était bloquée par un éboulement, probablement survenu peu après son accident. Il était prisonnier. Les dessins suivants montraient sa survie. La découverte de la source d'eau. La chasse aux chauves-souris. La maladie. La solitude, représentée par une seule figure humaine entourée d'une obscurité immense. Et le temps, qu'il marquait par des centaines de traits gravés sur un mur dans une alcôve reculée. 10 ans de silence, résumés en quelques dessins tragiques. Il avait survécu là où n'importe qui d'autre serait mort de désespoir, en oubliant ce qu'il était, en devenant une partie de la grotte. Il n'était plus Julien Martel, l'étudiant. Il était la créature de l'ombre, l'esprit de la grotte des larmes. Après 3 cycles de sommeil dans la grotte, le grondement extérieur avait complètement cessé. Le silence qui s'installa était d'une nature différente, un silence de mort. Luc, après une brève discussion avec le groupe, décida qu'il était temps d'aller voir. Laissant les autres avec Julien, qui semblait de plus en plus agité par les changements dans leur routine, il se dirigea vers l'entrée. Le rideau de mousse était roussi sur les bords, mais intact. L'air qui s'infiltrait par la fissure n'était plus brûlant, mais il était chargé d'une odeur âcre de suie et de cendre. Il se glissa à l'extérieur et ce qu'il vit lui serra le cœur. Le monde qu'il avait connu, le paysage vibrant de vie qu'il aimait tant, n'existait plus. Tout était noir. Le sol était couvert d'une épaisse couche de cendre grise. Les arbres, ou ce qu'il en restait, n'étaient que des silhouettes noires et tordues, des squelettes carbonisés se dressant vers un ciel voilé de fumée. Le soleil était un disque orange pâle, à peine visible à travers la brume. Une désolation totale,
un paysage lunaire et fumant. Le feu était passé, et il n'avait rien laissé. Le silence était celui d'un cimetière. Aucun oiseau, aucun insecte. Juste le léger crépitement de quelques souches qui se consumaient encore et le sifflement du vent dans les troncs calcinés. Il retourna à l'intérieur, le visage sombre. C'est fini. Le feu est passé. Mais, tout a brûlé. Il décrivit la scène, et un nouveau désespoir s'empara du groupe. Ils avaient survécu à l'incendie, mais ils étaient maintenant naufragés sur une île de désolation. Le sentier n'existait plus. Les repères avaient disparu. Et leur plus grand défi n'était pas la navigation dans ce paysage cauchemardesque, mais l'homme qu'ils avaient trouvé. Comment allait-il convaincre Julien, qui n'avait pas vu le ciel depuis 10 ans, de quitter la seule maison qu'il connaissait pour retourner dans un monde qui, de surcroît, ressemblait à une vision de l'enfer? La première tentative fut un échec catastrophique. Luc et Éléonore essayèrent de le guider doucement vers la sortie. Dès que Julien sentit le changement de pression de l'air et vit la lumière vive du jour filtrée par l'entrée, il fut pris d'une crise de panique. Il hurla, un cri de bête terrifiée, et se débattit avec une force surhumaine, se réfugiant au plus profond de la grotte, dans l'obscurité la plus totale. Ils comprirent que le sortir de là serait un processus aussi délicat que de réadapter un animal né en captivité à la vie sauvage, mais à l'envers. Son cerveau, habitué à l'obscurité, ne pouvait plus supporter la lumière du jour. Ses sens, aiguisés pour percevoir les moindres vibrations et courants d'air de la grotte, étaient submergés par l'immensité du monde extérieur. L'agoraphobie de Julien était absolue. Éléonore expliqua la situation en termes médicaux. Son esprit a protégé son corps en se déconnectant de son ancienne vie. Le forcer à sortir, c'est comme essayer de redémarrer un ordinateur en le jetant dans l'eau. Nous devons y aller par étapes. Ils passèrent un jour de plus à préparer sa sortie. Ils utilisèrent des morceaux de tissu de leurs vêtements pour lui confectionner des lunettes de fortune, un bandeau pour protéger ses yeux. Ils lui parlèrent constamment, le rassurant, lui décrivant le monde extérieur, essayant de faire le lien entre les dessins sur le mur et la réalité qui les attendait. Luc lui montra le tatouage sur son propre bras, celui de l'Office national des forêts, essayant de créer un lien, une identité partagée de gardiens de la montagne. Le défi était immense. Ils devaient non seulement survivre dans un environnement hostile, mais aussi être les psychologues et les gardiens d'un homme réapprenant à exister. Leur propre traumatisme devait être mis de côté pour se concentrer sur celui, bien plus profond, de Julien Martel. Le voyage de retour ne serait pas seulement une épreuve physique, mais une délicate opération de sauvetage psychologique, au milieu d'un monde en ruine. Le départ de la grotte des larmes se fit à l'aube du jour suivant, sous un ciel encore lourd de fumée. Le processus fut lent et pénible. Julien, les yeux bandés, tremblait de tous ses membres, s'agrippant à Luc et Éléonore comme un enfant terrifié. Chaque pas hors de la grotte était une victoire. Lorsqu'il se retrouva à l'air libre pour la première fois en 10 ans, il s'effondra, respirant l'air chargé de suie par grandes goulées, son corps secoué de spasmes. Le groupe forma un cercle protecteur autour de lui donnant le temps de s'acclimater à l'immensité de l'espace. Le voyage de retour fut un calvaire. Le paysage n'était que noirceur et silence. Le sol, couvert de cendres, était instable, cachant des trous et des racines calcinées. À chaque pas, il soulevait des nuages de suie qui leur irritaient les yeux et la gorge. Luc, malgré la dévastation, parvenait à naviguer, utilisant la topographie des crêtes et la position du soleil blafard comme seul guide. Il devait avancer lentement, à cause de la cheville de Sophie, mais surtout à cause de Julien. L'homme qui avait été si agile dans l'obscurité de sa grotte était d'une maladresse tragique dans ce nouveau monde. Il trébuchait constamment, ses pieds n'étant plus habitués à la texture inégale du sol forestier. Le moindre bruit ou le craquement d'une branche sous une botte, le sifflement du vent dans un arbre mort le faisait sursauter. Il gardait la tête baissée, son regard fixé sur le sol, incapable d'affronter l'horizon. Éléonore marchait à ses côtés, lui tenant la main, lui décrivant à voix basse ce qui les entourait, essayant de reconnecter ses sens au monde. C'est un arbre, Julien. Un pin. Il est brûlé, mais il repoussera. La forêt guérit toujours. Monsieur Bernard, malgré le chagrin de voir sa fleur bien-aimée anéantie, trouva un nouveau but. Il repérait les rares poches de verdure qui avaient miraculeusement survécu dans des anfractuosités rocheuses, les montrant à Julien comme des signes d'espoir. Regarde, celle-ci a survécu. La vie est tenace. David, le jeune homme impétueux, avait mûri. Il marchait en silence,
aidant sa femme, ouvrant la voie, assumant le rôle de protecteur du groupe. Leur eau et leur nourriture s'épuisèrent rapidement. La survie redevint leur priorité. Luke utilisa ses connaissances pour trouver une source que le feu n'avait pas tarie, une veine d'eau filtrée par la roche. La découverte de cette eau claire au milieu de la désolation noire fut un moment d'une joie intense. Ils passèrent une nuit à la belle étoile, ou plutôt sous un ciel sans étoiles, voilé par la fumée. Ils se blottirent les uns contre les autres pour se réchauffer, partageant le peu de chaleur qui leur restait. Julien, pour la première fois, ne s'isola pas. Il s'assit au milieu d'eux, observant les flammes de leur petit feu de camp avec un mélange de peur et de fascination. Le lendemain, alors qu'ils franchissaient une crête, ils virent quelque chose. Au loin, dans la vallée, une couleur qui n'était pas le noir ou le gris. Le vert. Une partie de la vallée avait été épargnée par les flammes. Et au-dessus de cette zone verte, un point dans le ciel. Un hélicoptère. Le soulagement fut si brutal qu'il faillit les mettre à genoux. Luke sortit une fusée de détresse de son sac, sa dernière. Il l'arma, pria pour qu'elle fonctionne encore, et tira. Un sifflement, puis une lumière rouge éclata dans le ciel enfumé. Ils attendirent, le cœur battant à tout rompre. L'hélicoptère changea de cap, se dirigeant vers eux. Ils étaient sauvés. L'arrivée des secours fut un tourbillon de bruit et d'activité. Des hommes en uniforme, des visages choqués, des questions. L'attention se porta immédiatement sur Julien, cette apparition d'un autre âge. Le retour à la civilisation ne fut pas la fin de l'épreuve. Pour le groupe, ce fut le début d'un long processus de guérison de leur traumatisme. Pour Julien Martel, ce fut le début d'une épreuve encore plus grande, réapprendre à être un homme dans un monde qui avait continué sans lui pendant 10 ans. L'histoire fit la une des journaux du monde entier. Mais pour les 5 survivants et le garde forestier qui les avait sauvés, ce n'était pas une histoire sensationnelle. C'était une cicatrice, un souvenir gravé à jamais. En regardant Julien être emmené avec une douceur infinie par l'équipe médicale, Luc sentit le poids de 10 ans de culpabilité s'alléger, remplacé par une nouvelle responsabilité. Il avait ramené le fantôme du Mercantour à la vie. La forêt était brûlée, mais comme l'avait dit Monsieur Bernard, la vie, sous une forme ou une autre, était incroyablement tenace. Fonte.